Bonsoir. Merci à tous et toutes d'être présents ce soir pour cette soirée de dévernissage qui va marquer la fin du cycle nantais autour de la 5e édition des JAPL. Donc on arrive au terme des 8 semaines d'expositions, d'événements qui ont jalonné ce nouveau palmarès des jeunes architectes et paysagistes ligériens et qui ont été le lieu du croisement entre une diversité de publics, de croisement entre des professionnels entre eux et aussi de croisement d'une diversité d'actions qui a permis de provoquer la rencontre entre toutes ces personnes. Je vais profiter du coup de cette introduction de soirée de clôture pour des remerciements. C'est plutôt ce qu'on fait à la fin d'habitude, mais comme c'est le moment où vous êtes le plus attentif et qu'à la fin, des fois, vous êtes aussi moins nombreux, on va commencer par ça. Donc je voulais commencer par remercier les partenaires de projet des JAPL, donc l'ENSA Nantes et l'Union régionale des CAUE, et plus particulièrement les chevilles ouvrières qui ont œuvré aux côtés de l'Ardépa, et notamment des personnes, tout comme aussi les salariés de l'Ardépa, pour qui c'était la première fois que l'on travaillait ensemble sur la préparation et la mise en œuvre de ce palmarès. Donc, je voulais remercier Émilie Oudemont, qui est arrivée au cours de l'année au service de l'action culturelle et qui nous épaule au quotidien, qui est juste devant moi ici, qui nous épaule au quotidien dans la préparation des différents événements depuis pas si longtemps, mais jusqu'au bout de cette 5e édition. Donc, merci beaucoup à toi. Et puis Romain Fontenot, qui est délégué régional de l'Union régionale des CAE, que j'excuse de son absence ce soir, qui depuis Angers a lui aussi contribué à alimenter et contribuer à la préparation de ce palmarès. On continue pour remercier les 3 commissaires de cette nouvelle édition, donc Jean, Lucille et Marie, qui aux côtés de Pauline Ouvrard ont contribué à l'ensemble du processus depuis presque maintenant 1 an. Ça commence à remonter les débuts de la préparation de cette 5e édition. On remercie également l'ensemble des partenaires financiers, qu'ils soient institutionnels ou privés, de cette édition qui, par la diversité de leur soutien, nous ont permis de donner à cette édition l'ampleur qu'on avait imaginée. Mais plus encore, on voulait aussi souligner la symbolique de ces soutiens qui témoignent d'une confiance portée envers cette jeune génération de concepteurs et conceptrices, dont les travaux y font écho aux engagements de ces autres professionnels, donc bailleurs, aménageurs, maîtrises d'ouvrage, et dont les travaux répondent aux enjeux actuels de la fabrique de la ville. On remercie également donc, les 7 équipes lauréates, aux côtés aussi de l'équipe des Arnoux, qui sont lauréats des AJAP 2023, qui se sont mobilisés aussi sur la diversité des temps de tout ce palmarès. Et on les a réunis à de nombreuses reprises. Et merci à chaque fois de vous être mobilisés. Et pour finir, je voulais aussi remercier l'équipe de l'Ardépa, donc Léo et Sabrine qui travaillent au quotidien à mes côtés, et aussi l'ensemble des bénévoles qui se sont investis. Donc Sylvie Oyo, présidente de l'Ardépa, aux côtés de Jean-Christophe Rousseau, vice-président, mais aussi Gaël Pigné, Julie Antoine, Annabelle Vessa, Sébastien Magré et Victor Leroy, qui a contribué à la préparation de cette table ronde ce soir par la confection de super belles cartes que vous pourrez découvrir. Donc ce soir, voilà, on clôt ce premier temps d'espace de rencontres et d'échanges pour revenir très rapidement sur tout ce qui s'est passé. Donc on a commencé par vous réunir nombreux et nombreuses le soir du vernissage le 23 septembre. C'était presque 300 ce soir-là. Puis ensuite, il y a un petit peu moins de 1000 personnes qui sont succédées pour venir voir, au gré des visites guidées ou quotidiennement, l'espace d'exposition au 1A. À travers les 5-6 visites plutôt 5 bâtiments qu'on a visités ou qu'on va visiter. Il reste encore une action en région la semaine prochaine. On est content d'avoir pu réunir à nouveau les adhérents de l'Ardépa. Donc, une centaine d'entre eux ont répondu encore à l'appel de nos propositions de visite, que ce soit
dans la métropole nantaise, en périphérie à Sucy-sur-Erdre ou encore un peu plus loin en Vendée. On remercie également les nombreux professionnels de la Fabrique de la Ville qui se sont mobilisés lors des 2 temps de rencontres professionnelles qu'on organise spécifiquement pour les lauréats et qui ont pour objectif d'une mise en réseau de professionnels, d'accès à la commande aussi, mais surtout de croisement et de mise en débat des conditions et des réalités un peu opérationnelles de l'aménagement du territoire. Donc, vendredi dernier, on réunissait à l'école un bon nombre d'entre eux. Et donc, on les remercie tous autant qu'ils sont en tant que maîtrise d'ouvrage, bailleurs, aménageurs, promoteurs, autres réseaux professionnels, à être venus enrichir les échanges par leur présence. Donc voilà un petit peu on va retraverser rapidement tout ce qui s'est passé ces 8 dernières semaines. Je reprendrai la parole à la toute fin de cette table ronde pour vous présenter plutôt ce qui va suivre après. Mais donc là, pour le moment, on place à cette table ronde qui sera ce soir animée par Marie Tesson et Jean Favreau, tous les deux co-commissaires de cette 5e édition JAPL aux côtés de Lucille Garnier, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, pour les présenter rapidement, donc Marie, tu es architecte de formation, actuellement doctorante en architecture à l'école doctorale Abbé Grégoire à Paris, et tu enseignes aussi à l'école d'architecture et à l'école de design de Cergy. Et Jean, tu es toi aussi architecte de formation diplômé de l'ENSA Nantes et depuis peu docteur en urbanisme et en architecture. Je ne sais pas comment... Voilà, donc je vais laisser à leur tour présenter les 4 agences qui sont invitées ce soir pour cette table ronde. Très bonne soirée à tous, merci. Merci. Merci Lucille, et aussi un grand merci à toi, puisque tu ne t'es pas auto-remercié de tout ce travail pour la mise en œuvre de ces JAPL de coordination et tout ce temps très agréable qu'on a pu passer depuis presque un an. Merci à tous d'être venus assister à cette table ronde qui s'intéresse au territoire de pratique des lauréats du palmarès 2025 des jeunes architectes et paysagistes ligériens. Avec nous ce soir, nous avons 4 lauréats qui représentent 4 agences, dont Faustine Tlemcani, qui est l'une des 2 associées de l'atelier ISO, fondé en 2022 et implanté à Laclais, en Vendée. Leur pratique architecturale est résolument moderne, avec un travail sur la trame, une finesse du dessin, un soin par rapport aux enjeux contemporains, ainsi qu'une certaine poésie dans leurs propositions, comme l'a souligné le jury des JAPL. Delphine Charnassé, pour Bientôt, est une des 6 associées de l'agence Bientôt qui est implantée à Vierzon, Nantes et Rennes. Le jury des JAPL a reconnu une véritable identité dans leur travail et a qualifié leur architecture de joyeuse, collective, joueuse et capable de fédérer même dans les contextes les moins denses. Ils interviennent sur une large palette d'investigations en matière d'architecture et d'urbanisme. François Massin-Castan est le fondateur de l'Atelier du Ralliement, basé à Nantes. Son architecture se caractérise par un engagement complet, une grande maîtrise et un rapport au contexte travaillé en profondeur. Le jury des JAPL a reconnu une approche humaine, cohérente et une vraie beauté dans sa production. Et enfin, Martin Priarolo a fondé l'agence Fleuve, installée depuis 2 ans dans une boutique du centre-ville d'Ancenis. Sa pratique de proximité a été saluée, ainsi que sa capacité à développer des approches créatives sur des enveloppes déjà existantes, avec des budgets très contraints. Comme cette courte présentation le laisse entendre, les lauréats ici présents sont implantés dans des territoires souvent peu denses, à dominante rurale, dans des petites villes ou villes moyennes, comme Vierzon, Ancenis ou Laclais, dans lesquelles, au premier abord, on n'augure pas d'une pratique architecturale innovante. La mission que nous nous sommes donnée pour cette table ronde, c'est d'explorer une thématique centrale qui est ressortie de cette édition des JAPL, le rapport au territoire, et plus précisément, le lien entre le lieu d'implantation, les modes d'exercice et les nouvelles formes d'agences d'architecture.
Ces jeunes praticiennes et praticiens partagent un même attachement à leur territoire, celui où ils travaillent, celui dans lequel ils vivent, celui où ils espèrent rayonner. Mais au-delà des lieux, ce sont des façons d'habiter, de pratiquer et de collaborer qui se transforment. Les agences lauréates de cette année montrent une sensibilité particulière à la diversité des territoires, des milieux denses aux espaces ruraux, des centres métropolitains jusqu'à leurs marges. En choisissant parfois de s'éloigner des grandes villes, elles expérimentent d'autres équilibres, d'autres temporalités, d'autres proximités. Elles inventent des manières de faire plus locales, adaptées aux ressources disponibles, au savoir-faire des artisans, aux besoins des habitants. Au cours de cette démarche, l'agence elle-même devient un laboratoire, un lieu de partage, d'échange, d'expérimentation, où se mêlent parfois d'autres activités et d'autres publics. Comme les membres du jury des JAPL l'ont souligné, cette édition 2025 met à l'honneur des pratiques ancrées dans le réel, sensibles au déjà là, attentives au milieu et porteuses d'une poésie singulière. Au travers des expériences des 4 lauréates et lauréats ici présents, à la fois en termes de pratique, de réalisation, d'innovation et de jeu d'acteurs engagés dans les processus de projet, nous allons chercher à comprendre leurs choix d'implantation, leurs adaptations aux contextes locaux, depuis les outils qu'ils utilisent au quotidien jusqu'au lieu même de l'agence. Nous commencerons notre discussion autour du choix de la typologie du territoire d'exercice et de la particularité de travailler dans des territoires à dominante rurale. Nous approfondirons ensuite le choix du lieu de travail, l'agence dans sa dimension physique, avant de rebondir sur la manière dont elle devient un outil de travail à part entière vis-à-vis du territoire. Nous chercherons à comprendre les dynamiques et mouvements qu'entraîne ce travail dans des milieux en déprise architecturale. Impose-t-il des modes de transport, un périmètre d'exercice particulier, des effets sur l'accès à la commande, et de quelle manière les agences y rayonnent-elles? Enfin, nous nous pencherons sur la question d'un mouvement de sortie des métropoles chez cette nouvelle génération et de quelle manière il réinterroge le rôle de l'architecte. Sans transition, je laisse la parole à Marie pour modérer les questions et à nos lauréats. Alors il marche, ouais, c'est bon. Du coup, donc on va entrer directement dans le sujet avec une question importante en tant que jeune architecte, c'est celle du choix du territoire dans lequel on s'installe et dans lequel on travaille. Donc ce que je vais vous demander pour cette première question, c'est tout simplement qu'est-ce qui a guidé le choix de la typologie de territoire d'exercice, quelles sont les particularités des territoires dans lesquels vous travaillez, qui sont pour beaucoup ruraux, et qu'est-ce qui a guidé le choix du lieu de travail de l'agence. Martin, tu veux bien commencer ? Allez, bonjour à tous. Du coup, c'est vrai que la question du lieu d'installation, moi, c'est vraiment une question qui m'a porté dès les études, en fait, dès le master. Le mémoire de master, le PFE, le mémoire de HMO, à chaque fois, ça a été des prétextes un peu pour moi à questionner justement voilà, ce sujet de savoir où m'installer. Puisque, en fait, pour moi, il était entendu que voilà, je ne voulais pas dissocier ma pratique d'un ancrage territorial. J'avais besoin de ressentir un lien fort au territoire pour oser vouloir m'y investir. C'est en cela qu'on peut faire un peu un parallèle avec le paysan qui vient travailler son territoire. Donc, ce qui a guidé mon choix d'installation, ça ne relève pas vraiment d'une stratégie, c'est plutôt une raison intime, c'est-à-dire c'est un attachement à mon territoire d'origine qui est le pays d'Ancenis, comme vous pouvez le voir sur cette belle carte postale aérienne. Voilà, c'est un territoire dans lequel j'ai grandi, que j'ai pu explorer dans ma jeunesse, où j'ai découvert la liberté, par exemple, de pouvoir me promener sur ces bords de Loire, dans le bocage, voilà, d'y grandir et d'y être heureux. Et en fait, ce territoire d'exploration, c'est devenu quelque chose d'un peu plus intellectuel au moment du master. J'ai travaillé vraiment sur le territoire du paysage de la Loire entre Nantes et Angers, le rapport des riverains au fleuve, notamment en travaillant avec les bouquins d'Augustin Berck, voilà, qui parle un peu de ce rapport au territoire, entre voilà, ce rapport un peu objectif, ce rapport plus sensible au territoire. Voilà, c'est quelque chose qui m'a parlé. Ce territoire, et c'est ce qu'on voit sur cette photo, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment frontalier du fleuve, du territoire du fleuve, et du coup, voilà, il y a une espèce de relation comme ça qui se tisse entre l'espace anthropisé de la ville, d'Ancenis ici en l'occurrence, et le
le territoire plus naturel, ou disons plutôt traversé par des cycles naturels que porte la Loire. Donc c'est un site, voilà, c'est un territoire que j'aime et dans lequel j'aime investir. Ce que je peux dire, c'est qu'il a beau être extraordinaire, il porte aussi beaucoup de problématiques qu'on retrouve partout en France, et c'est quelque chose qui m'a attiré de trouver un territoire qui soit normal, on va dire banal, avec des problématiques telles que la question des centres-bourgs qui se désertent. Dans le pays d'Ancenis, on a vraiment tout un satellite de petits bourgs comme ça qui subissent ces problématiques, la question des entrées de ville, la question du bocage qui a été quand même beaucoup remembrée, notamment en Nord-Loire. Voilà, toutes ces problématiques, elles génèrent une diversité de commandes. Et donc c'est ça aussi qui me plaît, c'est de cette nécessité de rester généraliste, voilà, le fait d'être installé là. Et du coup d'être dans une logique de réponse à toutes ces problématiques et de rendre service quelque part au local sur tous ces sujets. Il y a aussi la thématique, donc dans l'idée d'ancrage, celle de l'ancrage temporel, l'idée de s'inscrire vraiment dans la durée pour construire un lien vertueux avec le territoire en lui-même, mais aussi avec les entreprises, les maîtrises d'ouvrage. Voilà, il n'y a pas d'anonymat, on travaille tous ensemble et petit à petit, voilà, je creuse et je rencontre de plus en plus de personnes, et c'est ça qui m'attire. Voilà. Et le dernier point dont je voulais parler, c'est que c'est un territoire effectivement où la densité d'architectes au mètre carré est un peu moins dense, on va dire, que dans les métropoles. Et donc j'y trouve là une forme de légitimité, d'utilité, c'est-à-dire que voilà, les gens viennent me voir et voilà, j'y trouve là une utilité simple. Et voilà. Donc je réponds plutôt à des commandes privées, et c'est vrai que du coup la logique d'appel d'offres voilà, public, du coup je l'ai moins parce qu'on est vraiment dans une logique un peu différente où on va chercher le projet, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à développer, puisque cette logique d'appel d'offres elle n'est pas dans une logique voilà, naturelle où on vient me chercher, voilà, c'est une logique inverse, et voilà ce que je voulais dire un peu. Et juste il y a l'image d'après, voilà, non. C'est comme ça, voilà. C'est juste voilà, mon local ici. Donc, je suis installé dans le centre-bourg d'Ancenis. On a réhabilité un local avec un ami graphiste. Voilà, et du coup, on s'inscrit comme ça aussi dans cette logique un peu d'habiter le bourg et ses rez-de-chaussée. Voilà. Donc, un point commun avec pas mal des intervenants de ce soir, mais j'aimerais bien qu'on enchaîne avec François qui lui aussi a investi sa boutique et lui aussi a un ancrage fort au territoire qui en fait s'est fait par une envie d'ailleurs post-diplôme. Alors l'envie d'ailleurs, effectivement, elle commence par mon arrivée à Nantes tout court, c'est-à-dire que je ne suis pas diplômé de l'école d'architecture de Nantes mais de celle de Lille. Et l'arrivée à Nantes, elle s'est faite pour des raisons initialement professionnelles, avec des expériences voilà, très diverses et variées qui ont été motrices pour moi. Ça a été des expériences qui ont eu lieu vraiment au cœur de métropole, en particulier dans le quartier des Olivettes. Et effectivement, je suis un peu la caution des agences qui sont encore installées au cœur de Nantes, ici. L'atelier du ralliement, c'est un lieu qui est dans le quartier d'Albi et dans lequel, effectivement, il y a une forme d'inscription, de continuité de mes expériences qui ont pu avoir lieu en métropole. Pour autant, ce lieu-là, sur lequel je pourrais revenir aussi après, il raconte, en fait, depuis Nantes, une envie de pouvoir rayonner, une envie de pouvoir être en capacité d'aborder différents types de territoires, que ce soit celui de la métropole nantaise, mais aussi, grâce à cette carte qu'on peut voir, face à d'autres territoires, notamment en Loire-Atlantique. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les points qui sont un peu positionnés. Vous voyez qu'il y a effectivement une constellation de projets réalisés ou en cours qui ont lieu dans le cœur de la métropole nantaise. Mais vous voyez aussi que certains points sont un petit peu disséminés, près du pays redonnais, dans le vignoble, près du lac de Grandlieu aussi, le long de la Loire en remontant vers Ancenis justement. Et cette variation de territoire, elle
à mon sens, permise par cette capacité à être au centre, à être à proximité d'une gare et à donner la possibilité de pouvoir s'y rendre assez facilement. Ce sont des projets essentiellement tournés vers des envies, des besoins effectivement liés à des milieux ruraux. Alors si je travaille en métropole, j'ai la chance de vivre en milieu rural, donc j'ai fait un petit peu un choix inverse. Et vivre en milieu rural, ça veut dire que les engagements que je peux avoir dans la commune du Cellier notamment, ils ne sont peut-être pas directement liés à l'architecture, mais ils peuvent être d'autres ordres, notamment associatifs. Ce qui n'empêche pas que je considère, en restant ancré dans la métropole, que le croisement entre urbain et ruralité, pour moi, il est très hybride. Je ne vois pas forcément une opposition très franche entre ces territoires, notamment parce que on est aujourd'hui contraint dans notre rapport à l'artisanat et aux ressources de sortir de la métropole pour aller au contact des personnes qui fabriquent nos projets. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu après. Mais cette nécessité d'une rencontre qui se fait en dehors de la métropole se fait aussi autour de la ressource, de la manière dont aujourd'hui on prend connaissance des matériaux avec lesquels on construit. Et donc ça nécessite forcément de ne pas raisonner entre un urbain versus un rural. Cette carte-là dézoome un petit peu pour dire aussi que notre rayonnement, il peut aller un petit peu plus loin, soit pour des projets un petit peu spécifiques, soit pour des projets transversaux aussi. Vous voyez que des points à droite sont un petit peu excentrés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des projets très diversifiés entre urbain, paysage et résidence d'architecture. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit à propos de l'équilibre entre le rural et la ville pour passer la parole à Faustine, puisque c'est d'abord cet appel du rural qui vous a poussé à vous installer en Vendée. Et je vais te laisser parler pour expliquer là où vous en êtes aujourd'hui vis-à-vis de cette situation-là. Oui, alors oui, nous, ça a été un peu le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'on est diplômé de l'ENSA PLV, donc Paris-La Villette, et on s'est installé en Vendée à la Clé à la suite de plusieurs années d'exercice parisienne qui nous ont un petit peu... qui ont été très formatrices, mais nous ont un peu écœurés dans la manière de faire le projet un peu ex nihilo, dans des actes dépourvus de contexte, a priori. Et en fait, l'acquisition du terrain de la Clé est un peu le point d'orgue d'Atelier ISO. Ça nous a permis pendant plusieurs mois d'arrêter de travailler dans des agences et d'autoconstruire cette maison. Et à la suite de ça, on s'est dit qu'on avait envie d'exercer autrement. Et donc, s'est fait l'installation en Vendée. Et le premier marché public a été remporté grâce, c'est ce qu'on nous a dit, c'était la seule référence qu'on a eue à l'époque. Mais disons qu'on a candidaté à la suite de ces mois de chantier en se disant allez, on se lance, on arrête la vie parisienne et voilà, on a remporté notre premier marché public qui est la halle au grain, donc à Saint-Révérend. Et donc la notion de ruraux urbains, elle a été quand même un petit peu, en tout cas, elle est fédératrice, en tout cas, pour nous, elle est importante puisqu'on s'est rendu compte que le travail en ruralité était quand même nettement différent que ce qu'on avait l'habitude de faire à Paris, notamment par rapport au contexte, mais aussi à la maîtrise d'ouvrage, puisque là, on a affaire très souvent à des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas professionnels. Et donc, on a un rapport tout autre avec eux. Et aujourd'hui, Atelier ISO est en pleine transition. On revient un petit peu sur ces questions de ruralité pour des raisons très personnelles, puisqu'on se rend compte que la vie en ruralité n'est pas forcément adaptée à notre mode de vie. Et que voilà, le tout voiture est très pesant, en tout cas pour nous. Enfin, voilà. Encore une fois, c'est des raisons personnelles qui ne sont pas forcément à débattre. Mais donc voilà, et là on est en train de s'installer à La Rochelle dans une agglomération, et c'est ce que tu disais, ça nous permet d'avoir accès à une gare et de pouvoir se déplacer quand même nettement plus facilement que ce qu'on avait l'habitude de faire à la Clé, qui était quand même très compliqué, puisque Arthur en parallèle suit un chantier à Saint-Ouen, donc à Paris. Voilà. Et justement, j'en profite que tu parles de gare, puisque c'est quand même un point important qui a déterminé l'installation de Bientôt. Alors d'abord à Vierzon,
qui est un gros nœud ferroviaire français. Plutôt autour d'un lieu, en fait. C'est un lieu dans lequel vous vous êtes installé, ce bâtiment dans lequel vous avez commencé à investir, et c'est de là que part ensuite un certain rapport au territoire. Tout à fait. Alors nous, on s'est tous les 6 rencontrés à l'ENS à Nantes. Et pendant nos études, on se posait la question tous comment on peut participer en tant qu'architecte à construire un monde meilleur où on prend soin des choses. Et on s'est aussi assez rapidement intéressé au territoire en déprise où on vit des réalités concrètes. Donc, Martin, tu l'évoquais, la déprise, la vacance commerciale, résidentielle, le tout en voiture. La perte de savoir-faire de réparation, la dégradation progressive des cœurs de ville. Voilà, tout ça nous pose des questions. Il n'empêche qu'il reste une part de beauté dans ces territoires-là. Des personnes y vivent, on y vit. Et donc, voilà, pour nous, c'était assez net. Ces territoires, ils méritent toute notre attention et notre engagement. Et donc, c'est le message qu'on voulait faire passer à travers cette photo qu'on avait choisie pour le catalogue. Et donc, effectivement, notre installation à Vierzon, c'est qu'au démarrage, on a eu l'opportunité d'investir un local, une ancienne maison commerciale du centre-ville, qui était donc vide, par un projet associatif, de manière collective et joyeuse, en pleine crise sanitaire. Et donc, effectivement, à Vierzon, là où il y avait une gare, où on pouvait aussi réunir en réalité une centaine de personnes de notre réseau professionnel et amical pour réinvestir ce local à travers des temps de chantier et des temps d'événements, des temps de rencontres. Et donc, effectivement, cette aventure-là associative, on se rend compte rétrospectivement qu'elle a joué un rôle déterminant dans notre genèse d'architecte. Donc sur le plan méthodologique, d'abord on a pris conscience de l'intérêt pour nous de nous retrouver à plusieurs sur des temps longs pour nous activer et expérimenter autour d'un objet architectural. Et ensuite, donc là vous avez des images de l'intérieur du local, donc qui s'appelle le Chab. Et donc bureau des surfaces habitables. Oui. C'est un petit clin d'œil aux architectes. Et donc les chantiers qu'on a fait là-bas ont nourri notre goût pour une architecture économe en matière et ingénieuse, façonnée avec les personnes qui prennent part au chantier, en lien direct avec les découvertes faites sur le terrain et notre capacité à rebondir sur ces découvertes. Il s'agissait pour nous de conserver au maximum les extraits existants de qualité, comme ici on peut voir dans le fond la cuisine rétro. Aussi de remettre en valeur les choses qui pouvaient être disparues sous différentes couches de revêtement, donc l'enduit-terre, le parquet en chêne, et aussi réparer ce qu'on pouvait réparer avec l'aide de matériaux trouvés sur place ou donnés par les voisins et les voisines. Et donc c'est tout un travail de composition qu'on a mené, séquencé par plusieurs actions, donc dans tout un déroulé dans le temps, et donc façonné par l'analyse, la correction, où vraiment on a fait avec les tâtonnements, les embûches et l'expérimentation pour faire mieux. Voilà. Tu vas garder la parole parce que j'aimerais bien qu'on enchaîne avec la question du lieu de travail comme outil de travail vis-à-vis du territoire. Donc, est-ce que dans votre pratique, dans ce territoire, et avec cet outil agence,
on a une manière de rejouer, re-questionner ou réinterroger votre rôle d'architecte. Oui, alors ici on voit nos 3 lieux de travail, puisque donc, aujourd'hui on est 4 à travailler, habiter à Vierzon. On est aussi une personne à Nantes et une personne à Rennes. Vous voyez ici les 3 photos de nos bureaux qui sont des lieux ouverts et partagés avec d'autres architectes ou affiliés au domaine de la construction. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne travaille pas exclusivement à Vierzon et dans les alentours de Vierzon. Progressivement, on s'est organisé pour travailler à distance, tout en travaillant sur des sujets communs. Donc, au démarrage de notre activité, vraiment, le CHAB à Vierzon, c'était un lieu où on se retrouvait à minima une semaine par mois. Mais ça impliquait quand même beaucoup de déplacements et beaucoup d'engagement personnel. Donc cette situation, elle a évolué. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt en collectif une fois par trimestre à Vierzon, à Rennes ou à Nantes. Et finalement, ce qui nous réunit de plus en plus physiquement, ce sont nos territoires de projet, où on essaie de pratiquer vraiment un temps long sur site à travers des temps qu'on appelle des temps d'immersion ou de résidence. Ce qui fait qu'on a presque l'impression de délocaliser aussi notre agence selon les projets. Merci. Toi, François, on a vu tout à l'heure aussi une vue intérieure de ton agence vers la rue. Tu te sers également de l'agence qui est un espèce de projet manifeste, en fait. Tu l'utilises aussi comme un outil de travail à ta manière. Donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Alors, outil manifeste, c'est vrai que c'est un tout petit peu fort, mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce lieu et qui a beaucoup de choses en commun finalement avec Bientôt, c'est qu'on est implanté en rez-de-chaussée sur rue et on lui a fait en sorte donc c'est un petit local de 30 mètres carrés situé dans le quartier d'Albi à Nantes. Et du coup, dans 30 mètres carrés, les aménagements sont très modestes. Il y en a un en particulier qui joue un rôle assez important, c'est effectivement que cette vitrine que vous voyez, elle a la possibilité d'être ouverte en mode accordéon et donc de s'ouvrir complètement sur l'espace public. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que c'est assez facile aussi pour les personnes de venir nous voir quand cette vitrine est ouverte. Et on l'a peut-être pas quand il fait 3-4 degrés, mais en réalité, elle est quand même assez ouverte régulièrement pour pouvoir accueillir du monde. Et c'est vrai qu'elle est là où effectivement elle peut avoir un côté manifeste, c'est que dans le rôle de l'architecte tel que je le considère, ça doit être un métier de proximité. Et cette manière comme ça de pouvoir rendre la profession assez facilement accessible pour des discussions relativement simples, elle se traduit directement dans cet aménagement-là. Pour autant, c'est vrai que nous, le local, c'est un outil de rencontre et un outil de discussion qui doivent être simples. On ne l'utilise pas comme un lieu vitrine, on ne l'utilise pas comme un lieu où on expose nos maquettes ou d'autres objets. C'est un choix politique de se mettre comme ça en rez-de-chaussée. C'est pas forcément un choix entrepreneurial. On fait pas en sorte de se mettre là pour avoir un pignon sur rue et obtenir des commandes. Donc c'est vraiment un vecteur plus d'échange et de sociabilité que de entrepreneurial comme je le disais. Et donc le rayonnement que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'il permet, c'est de la même manière que nous, on peut sortir assez facilement du territoire nantais pour aller dans différents secteurs ruraux autour de nous. Eh bien, encore une fois, la réciproque, elle est vraie aussi, c'est-à-dire que nos maîtrises d'ouvrage qui seraient situées à l'extérieur de Nantes ou les artisans qui sont, eux, très souvent à l'extérieur de Nantes pour un tas de raisons qui font qu'ils sont assez exclus des cœurs de métropole, ce lieu-là, il devient un lieu de convergence où il est possible de se rencontrer assez spontanément pour discuter des projets autour donc, des maquettes que l'on produit. Peut-être qu'on peut passer la slide. Sur des maquettes comme celle-ci, qui permettent de... Alors celle-ci, c'est vrai que c'est des maquettes un peu de représentation. On les a pour la plupart produites après coup dans le cadre de l'expo. Il faut savoir qu'à l'atelier, vous l'avez vu sur l'illustration d'avant, on en produit quand même aussi beaucoup dans le process de conception dès l'esquisse. C'est vraiment important pour nous, ça fait vraiment partie de notre démarche.
Et encore une fois, ce sont des outils assez chouettes et assez peu mis en avant dans leur capacité à créer de l'échange avec évidemment nos maîtrises d'ouvrage, mais aussi les artisans, artisanes avec qui on travaille. Donc dans ce lieu, là, les photos, elles sont justement prises dans notre lieu. On a cette capacité à faire de la rencontre et d'aboutir à un tas de discussions très variées autour des usages et des techniques. Si là, on fait un petit zoom sur les trois maquettes qui vous sont proposées, les 3 projets qui sont illustrés, c'est un triptyque qu'on aime bien à l'atelier, parce qu'effectivement, il raconte justement 3 territoires ruraux qui sont assez différents. Celui de gauche, les Évadés, on est près du lac de Grandlieu. Au milieu, le Cellier, près de la Loire. Et à droite, Microbiotope, à La Chapelle-Olin, dans le vignoble. Et en fait, tout à l'heure, quand je vous disais qu'effectivement, on considère que, quand bien même on est en métropole, ça ne nous empêche pas d'aller vraiment au contact des territoires ruraux. Ce sont 3 projets où on a été directement sur site pendant le chantier, bien évidemment, mais aussi pour agir, pour utiliser notre rôle d'architecte comme acteur du chantier. Ça se traduit concrètement par exemple, organiser des chantiers participatifs, comme on l'a fait sur la photo de gauche pour le projet Les Évadés, accompagner les artisans dans des processus assez techniques comme des levages de charpente, comme c'est le cas sur le projet du milieu, ou tout cabanet, ou encore accompagner encore une fois les artisans sur le chantier directement dans le cas du projet Microbiotope, dans lequel on a fait un réemploi massif de plaques de fibro-ciment, d'un amianté bien sûr, qui était sur place et qu'on a réutilisé directement dans le projet. Et ce processus-là, pour accompagner l'artisan, il s'est avéré qu'on l'a fait physiquement à 2 et que du coup, on a pu étudier tout le process pour ce réemploi-là. Si on voit un peu sur les réalisations qui sont ici, on voit un attachement particulier à la question de la matérialité en ce qui nous concerne, en particulier sur des dispositifs de structure qu'on vient rajouter sur des rapports à l'existant qui sont souvent liés au bois. Le rapport à l'existant, peut-être je l'évoquerai un peu plus longuement après, mais là, il est très important chez nous, c'est-à-dire que tous les patrimoines, ce qu'on appelle aujourd'hui les patrimoines ordinaires, donc des anciens corps de ferme, comme la maison à gauche, des petites maisons de corps de ferme qui sont un peu abandonnées, des surfaces trop petites comme tout cabanet, où il y avait cette dépendance, cette cabane de jardinier de 28 mètres carrés, ou encore Microbiotope, une grange qui était non ouverte sur son paysage, qui était complètement close parce qu'elle n'était pas utilisée en tant qu'habitation précédemment. Tout ça sont des sujets que l'on aborde par le prisme de transformation assez radicales et qui font l'objet de matérialités spécifiques qu'on va aller piocher un peu sur le territoire, comme c'est le cas du fibrociment, mais aussi sur lesquels on va convoquer des principes de low-tech et de mise en œuvre collective. Donc vous voyez, on est assez actif, on va dire, sur la question du territoire rural, y compris et surtout pendant la question du chantier. Voilà. Après, ces projets-là, effectivement, ce sont des projets qui sont peut-être un petit peu identifiés maintenant, mais sur lesquels on a des rapports à la transformation qui peuvent être très différents, mais ils partagent par exemple une notion qui est assez importante, qui est le créer de moins d'emprise au sol possible, d'utiliser les surfaces qui sont déjà imperméabilisées, voire d'en retirer pour concevoir ces projets-là. C'est pas une problématique qui est propre au territoire rural de ne pas consommer, ou en tout cas de mieux consommer peut-être l'espace qui est déjà imperméabilisé. C'est des réflexions qu'on a aussi en territoire métropolitain. Et donc c'est là où aujourd'hui notre rapport, nous, à l'atelier du ralliement, il est très hybride. Il n'oppose pas forcément les deux modèles, au contraire, il conjugue les visions qu'on peut avoir de ces rapports à ces territoires-là. Donc justement, comment on définit quel est le territoire sur lequel on intervient, à quelle distance on se déplace, quel est le temps de transport acceptable, quel est le périmètre qui fait sens pour une agence quand on commence à exercer, quand on est une jeune agence. Est-ce que, Faustine, tu veux t'exprimer ? Alors, c'est pas évident de répondre à cette question parce que, en tout cas pour Atelier ISO, ça dépend beaucoup de la santé financière de l'entreprise à un moment T, en fait. C'est-à-dire que idéalement, on a envie de répondre très localement et à chaque fois, on se cantonne à un cercle. Alors là, c'est le bazar des cercles chez nous. On se cantonne à un cercle de 2 heures maximum de La Clé ou de La Rochelle, puisqu'en fait, finalement, ces territoires sont plus ou moins liés. En revanche, on ne le voit pas sur cette carte. Ah si.
on est amené à prendre des petites missions de sous-traitance, de suivi de chantier, notamment pour, donc c'est ce que j'évoquais là, tout à l'heure, de Saint-Ouen, où on suit 60 logements. Alors, de 1, c'est un chantier Arthur avait déjà un peu suivi en phase d'études et qui est particulièrement intéressant. Et de 2, c'est quand même très intéressant d'un point de vue financier. Ça nous permet aussi, nous, de nous adapter et de pouvoir en fait faire une balance financière au sein de l'agence. Mais très concrètement, ce dont on se rend compte, c'est que le premier marché public qu'on a eu, donc qui était en Vendée, dans le pays, autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc pour le pays d'agglomération de Saint-Gilles, ça a fait des petits, et en fait on a trois projets qui ont émergé à la suite de ça. Donc finalement, en fait, on se rend compte qu'il y a des petits cercles d'influence qui se créent, mais qu'on n'est pas non plus, on n'arrive pas à gérer. Enfin, on est assez tributaire des choix des maîtres d'ouvrage. Donc on a beau candidater dans un rayon de 2 mètres, 2 heures de voiture. En fait, quand on cherche un petit peu, parce que là, on se dit, tiens, il faut quand même qu'on ait un peu de boulot le mois prochain, on dépasse, et en fait, voilà. Donc nous, on est encore un peu dans un rapport d'échelle qui n'est pas simple à jauger. Et je pense que ça se fera petit à petit. Là, on le voit déjà au bout de 2 ans et demi qu'on commence à avoir un petit rayon d'influence plus marqué. Et pour toi, Martin, l'ancrage territorial, c'est une dimension fondatrice de ta pratique. Alors oui, comme je le disais, en fait, alors moi, mon installation, c'est vrai qu'elle était plus... Elle était plus instinctive que stratégique, mais finalement, je n'ai pas trop mal choisi, puisque en fait, Ancenis est vraiment situé de manière assez stratégique entre les 2 métropoles de Nantes et d'Angers. Et en fait, donc Ancenis, c'est une petite ville de campagne, comme on dit, donc c'est 10 000 habitants, Ancenis, mais le pays d'Ancenis, c'est 60 000 habitants. Et du coup, Ancenis, c'est vraiment le pôle attractif de ce pays-là. Et l'influence des 2 métropoles, finalement, ne se fait pas tant ressentir que ça. On a quand même... les gens vont à Ancenis quand ils se déplacent. Donc voilà, tout ce territoire donc, est plutôt dynamique. Et en tout cas, moi, me suffit pour l'instant pour vivre. Et donc, j'y trouve la plupart de mes projets. Ce qui me permet de ne pas démultiplier les temps de trajet, qui est quelque chose que j'essaie d'éviter au maximum, parce que j'aime bien écouter des podcasts, mais pour moi, c'est souvent un peu du temps perdu, j'ai l'impression. Ancenis, c'est aussi historiquement une ville-étape. Du coup, une ville sur le fleuve, donc qui était en fait un lieu un flux de transport, la Loire. Et puis après, il y a le train y passe, l'autoroute. C'est vraiment un lieu où l'on passe. Et donc, il est facile d'en partir comme d'en revenir. Donc, il y a quelque chose, quand je suis amené à prendre la voiture ou le train, il y a une facilité à prendre des transports, bien que ce soit une petite ville. Du coup, là, pour cet exercice de table ronde, j'ai un peu essayé de catégoriser mes projets. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu des typologies de projets selon les types de sous-territoires, de paysages en fait, dans lesquels ils s'inscrivent. Du coup, le premier, c'est vraiment les projets que j'appelle les projets en voisin. Donc, c'est vraiment les projets qui sont dans le centre-bourg même d'Ancenis. J'en suis à 6 ou 7 là, et en ce moment, par exemple, j'ai 3 chantiers qui sont vraiment à 5 minutes à pied. Donc ça, c'est vraiment les projets que j'affectionne. Du coup, du fait de cette proximité, je me permets d'accepter des projets de tout type. Alors là, je les ai pas tous mis, mais du coup, j'accepte assez facilement de faire des projets à petit budget, puisque je trouve ma rentabilité par cette proximité. Ici, en fait, on a 3 projets en cours. Donc, celui de gauche en chantier, c'est un tiers-lieu dans le centre d'Ancenis, qui est porté par un collectif local duquel je suis très proche du fait de cette proximité. Et donc, ils m'ont demandé de chapeauter un peu les travaux qui prenaient pas mal en charge eux-mêmes. On a fait bosser pas mal de gens du collectif, aussi la MFR de Riaillé, pour construire des cloisons terre-paille. Et voilà, cette proximité que j'avais au chantier facilitait pas mal cette logique un peu empirique du chantier qu'ils avaient.
Bon, c'était pas forcément le mieux pour moi économiquement, c'est-à-dire que du coup, c'était pas très cadré, quoi. C'était pas la réunion hebdomadaire. Voilà, j'y étais tous les jours. Donc voilà, quand on y passe 10 minutes toutes les 3 heures, c'est pas si rentable que ça finalement, mais bon. Et voilà. Et les 2 autres projets, c'est rigolo puisque donc la maison des quais au milieu, c'est une petite maison en dents creuses vraiment dans le centre-bourg d'Ancenis, dans une politique de densification qui va un peu de soi puisque c'est un garage aujourd'hui qui est positionné là, et donc on construit une petite maison voilà, qui se plie pour donner une petite vue sur la Loire. Donc ça, c'est un projet, voilà, on vient de redéposer le 2e permis qu'on a eu, qui avait été refusé suite à un recours des voisins. C'est toujours un peu tendu, les centres-bourgs comme ça. Et voilà. Et le projet de droite, c'est un projet qui est vraiment à 100 mètres dans la même rue, et qui est lui vraiment face à la Loire, et qui est pareil, on vient d'avoir le permis. Donc les 2 projets sont assez concomitants là, donc on a des vraies problématiques de chantier, parce que je risque de bloquer la rue pour un bon moment. Donc voilà, enfin, on est vraiment sur le local. Et là, le fait d'avoir mon local justement à rez-de-chaussée, alors c'est vrai que moi, François, ne le revendique pas comme une vitrine. Moi, c'est vrai que je le revendique un peu comme une vitrine et comme un moyen de communication, voilà, assumé. La deuxième entité, enfin la deuxième typologie de projet, en fait, c'est les projets que j'appelle au fil du fleuve. Donc c'est en fait voilà, le bord du fleuve, c'est comme on avait appris en géographie, c'est vraiment les zones qui sont à plus forte densité, donc ça se retrouve dans les projets. J'ai plus de projets voilà, le long dans les petits bourgs en Chablais, le long du fleuve entre Nantes et Angers. Donc là on les voit, il y a voilà, au Cellier, je ne les vois pas d'ici, mais bon bref, ça va jusqu'à Angers. Et donc ça, c'est des zones en fait où les gens sont voilà, où il y a un peu plus d'argent, il y a une diversité de projets. Voilà, donc ça me permet d'aller un peu plus loin, et surtout j'ai le TER qui me permet d'accéder assez facilement à Angers et tout ça. Par exemple, le mardi, j'ai une journée chantier à Savenières et au Cellier, et en fait je fais tout en TER, et ça se passe de manière assez confortable. Donc là, à gauche, c'est un petit projet au Cellier de réhabilitation d'une ancienne poste pour la commune. Au milieu, c'est une réhabilitation de cours d'école à Angers. Donc un projet plus paysager, mais qui était très intéressant à mener avec une école avec un petit budget, mais où on a essayé de faire au mieux avec peu. Et à droite, c'est un chantier qui est en train de se terminer à Savenières, donc vraiment dans le centre-bourg de Savenières. C'est la dernière parcelle rendue constructible par la mairie du centre-bourg. Et donc c'est une maison en bois paille et terre, voilà, que je fais avec les artisans locaux, et qui sont déjà très différents de ceux d'Ancenis, voilà. Mais voilà, c'est les 3 projets voilà, locaux. Et le dernier dans le coin, c'est les projets que j'appelle du bocage. Donc là, on n'en voit pas trop, il en manque 1 ou 2, mais c'est les projets qui se situent plus transversalement au fleuve, dans l'arrière-pays. Et aujourd'hui, ces projets correspondent à des commandes que j'ai avec des maîtrises d'ouvrage d'insertion, type Une famille, un toit et Solia, qui en fait travaillent tous les 2 sur des problématiques similaires, c'est-à-dire la question de la déprise agricole notamment, sur des patrimoines très ordinaires, on pourrait dire. Donc à gauche, c'est une maison pour Une famille, un toit, à la Rouxière. Et donc c'est une maison des années 70 qui a été construite par un couple d'agriculteurs, pas en autoconstruction, mais enfin voilà. Et en fait, ces agriculteurs-là ont subi la crise du lait dans les années 90, et donc ont déposé le bilan, grosso modo. Et donc l'association a racheté pour eux ce logement pour qu'ils puissent devenir locataires de l'association et ne pas déménager, en plus du reste. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec un patrimoine vieillissant, voilà, une passoire thermique à la limite de l'insalubrité, presque. Et donc là, on est appelé pour simplement en fait, réhabiliter ce logement, le rendre PMR aussi pour les vieux jours de leurs locataires. Voilà. Et à droite, c'est un peu le même sujet à Issé pour Solia, une ancienne longère inhabitée que la ville a rachetée pour la diviser en logements sociaux. Voilà, donc c'est des problématiques qu'on retrouve comme ça dans mon petit coin de campagne à proximité d'Ancenis.
Et la quatrième typologie qui se positionne un petit peu en contrepoint de tout ce que j'ai dit par rapport à mon ancrage local et tout, c'est des projets qui se situent pour le coup à 300 km dans le pays périgourdin, donc en Dordogne. En fait, c'est un territoire où j'ai une attache familiale. Enfin, ma grand-mère habitait encore là-bas, donc j'y vais souvent. Et donc j'y ai habité aussi après le Covid pendant 1 an. Et en fait, ce territoire étant aussi un désert d'architectes, j'ai été très vite sollicité sur des projets. Et donc en fait, je garde un pied là-bas, consenti. Voilà, c'est un peu le grand écart, mais ça me permet de rester souple. Et du coup, il y a le projet de la Grange, là à gauche. Donc c'est un peu le projet phare de l'agence que j'ai commencé à penser dès le master, quoi, grosso modo, et le projet n'est toujours pas à peine fini, quoi, on va dire. C'est un projet familial. Et donc de ce projet a découlé les 2 suivants, qui sont aussi des projets de réhabilitation. Ce qui me plaît là-bas, c'est qu'il y a en fait, c'est des projets qui me reposent un peu du territoire d'Ancenis, puisqu'on est sur une autre atmosphère, un autre patrimoine, une autre pierre. Et donc là, au milieu, c'est une ancienne ferme de bourg d'une bastide, Villefranche-du-Périgord. C'est un projet qui est très intéressant, là, qui part en chantier avec les maîtres d'ouvrage qui gèrent directement. Du fait de la distance, je ne prends pas les chantiers, mais je les accompagne de manière un peu officieuse sur ce temps de chantier. Et le dernier, c'est un projet, on vient d'avoir le permis, c'est une maison en bois paille en extension d'une tour existante sur un bord de coteau, et voilà, qui vient s'installer autour de murs ruinés, en fait, qu'on va reprendre. Donc il y a un travail assez fin qui est déjà en cours avec un maçon sur place et des entreprises locales. Voilà, donc j'y vais de temps en temps pour ça. Peut-être juste en 2 mots, juste évoquer le principe du projet de la Grange, qui est quand même un projet assez fondateur. Vraiment c'est vrai, on peut rentrer un peu dedans. En fait, c'est un projet, c'est une grange, c'est la grange de mes grands-parents dans laquelle ils faisaient la traite des vaches jusque dans les années 2000. L'exploitation n'a pas été reprise comme souvent, donc la grange a été récupérée par ma famille, mes parents. Et donc, c'est posé la question de l'entretien de cette grange. Il fallait refaire les 450 mètres carrés de toiture. Et en même temps, on avait un peu un manque de place pour loger toute la cousinade. Et donc voilà, on a travaillé en fait un projet de logement en fait qui vient se glisser dans ce grand volume de la Grange, qui était qui était beaucoup trop grand à réhabiliter. Donc on a travaillé un volume chauffé dans le grand volume, un peu comme à l'école d'archi. Et on se retrouve aussi avec une grande nef non chauffée à côté, mais qui est vraiment un lieu évolutif en fait, qui permet d'accueillir des grandes fêtes, des ateliers, et voilà, qui est bien utilisé. Et voilà. Et il y a eu tout un travail qui a été fait aussi. En fait, mes parents avaient fait un premier projet très conventionnel, et quand j'ai commencé à avoir les skills, on va dire, j'ai un peu mis le pied dans la porte, et en fait, on a tout retravaillé on a tout repris le projet, quoi, et en faisant vraiment un travail de sourcing local de tout ce qui pouvait se faire, et ça a été hyper riche pour tout le monde, pour toute la famille, avec beaucoup de chantiers participatifs. Merci. Je vais revenir vers toi, Faustine, pour essayer de dézoomer un peu, prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que tu penses que ce rapport au territoire, ce rapport aux distances, au temps de trajet, à la ruralité, on pourrait dire qu'il implique de nouvelles formes, ou même un nouveau courant architectural, ou une nouvelle manière d'aborder la philosophie de projet? Ma réponse, elle va forcément être singulière à la pratique d'atelier ISO. Nous, on travaille beaucoup sur des petits marchés, donc essentiellement marché public. 90% de notre pratique, elle s'effectue ici, sur des petits équipements de moins de 500 000 euros. Donc c'est vraiment une niche, je pense, qui est réservée aux petites agences qui commencent, quoi. Et donc en fait, on a des contraintes énormes budgétaires et des demandes de maîtres d'ouvrage qui sont souvent complètement décorrélées de ce qu'on peut faire au niveau financier. Et donc forcément, ça implique une esthétique qui est, je pense, un petit peu minimaliste, disons. Et on a développé avec Arthur des espèces de petits
des manières de faire en sorte que notre architecture elle soit pas dépouillée au sens que l'on entend, mais qu'elle soit plutôt minimaliste et qu'elle s'arrête à une épure. Donc typiquement pour le grain là, à Saint-Révérend, je pense que je sais pas s'il y a une autre image ou pas. Non. On a mis en place des différents principes. Donc, typiquement, le revêtement de sol, ça a été le gros œuvre qu'il a fait. On a laissé la bâche, enfin la dalle à nu, elle est quartzée. Donc, ça a impliqué un petit peu une gestion de chantier un peu sport, puisqu'au quotidien, il fallait demander à tous les autres corps d'État de ne pas enlever les protections de la dalle. Mais à côté de ça, on s'est économisé un poste de revêtement de sol. C'est aussi, ça passe par l'annulation totale du poste de carrelage. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qu'on a réussi à mettre en place au fur et à mesure des marchés qui nous permettent d'arriver à des prix au mètre carré qui sont assez intéressants et où on retrouve une certaine qualité architecturale et notamment de mise en œuvre, puisque ce bâtiment est quasiment à 100% en bois dans son isolation, dans ses revêtements, dans ses doublages et dans sa structure. Donc voilà, on est assez content de ça pour le coup, de mettre en place ces systèmes-là, et je pense que finalement ils caractérisent une certaine esthétique. En revanche, de là à dire que c'est un nouveau courant architectural, je pense pas. Et je pense que c'est plutôt actuellement ces projets ont plutôt tendance à être publiés, à faire à être mis en exergue, et je pense qu'il y a quelques années c'était pas le cas, et à mon avis c'est plutôt une sorte de nous on profite de ce qui a été fait par des pionniers qui n'étaient pas du tout reconnus avant, et on profite de cette espèce de nouvelle tendance, enfin je sais pas comment la caractériser. Après, typiquement pour le projet de la clé, c'était un peu le même travail, étant donné que c'est un projet qu'on a autoconstruit parce qu'on n'avait pas d'argent et qu'on s'est dit ok, quelle est la manière la plus facile pour pouvoir faire une économie qui soit vraiment importante, c'est de le faire soi-même. Donc on s'est dit qu'on allait le faire et on l'a fait. La quasi-totalité de la maison a été réalisée en bois, mis à part les pignons qui sont en double mur de briques et pierres de pays. Et le reste est en structure bois, doublage bois, isolation bois, menuiserie bois. C'est un peu un projet, alors manifeste c'est un grand mot comme tu disais François, mais je pense que ça l'est, puisque pour le coup c'est celui qui nous a permis d'avoir notre premier marché public, de se dire qu'on en était capable, de pouvoir un petit peu prendre notre envol par rapport aux grandes agences dans lesquelles on travaillait, et aussi de pouvoir mettre un pied dans un territoire qu'on ne connaissait pas, mais qui nous a accueillis à bras ouverts, que ce soit dans le village dans lequel on s'est implanté, mais aussi d'un point de vue professionnel, puisqu'on a travaillé avec des entreprises main dans la main, notamment pour la charpente, un charpentier du village qui nous a aidés à mettre en place toute la charpente. Et aussi, alors il y a juste un truc qu'on n'a pas fait quand même, c'était la dalle en béton. On s'est dit non, c'est beaucoup trop dur. Donc on l'a fait faire par une entreprise de gros œuvres qui est un mec tout seul et qui est très sympa. Et donc voilà, en fait, je pense que la clé, ça a été vraiment quelque chose qui a été révélateur dans notre pratique. Et mine de rien, il y a des trucs auxquels on essaye de se détacher, mais il y a des petites choses qu'on a réussi à mettre en place qui nous hantent un petit peu dans les projets qu'on dessine. Donc on essaye de se détacher, mais c'est pas si simple. Mais c'est aussi, je pense, le reflet de ce qu'on apprécie faire, de ce qu'on s'est dessiné Comme aussi. quoi on a un petit... avec Arthur, on est un peu obsédé par les portes à pivot, par les poteaux qui vont au ras du sol alors qu'on ne peut pas, et les bureaux de contrôle nous tombent dessus en nous disant mais vous n'avez pas le droit. Voilà, il y a toutes ces espèces de petits trucs qu'on a mis en place dans cette maison, qu'on a remis en place à Saint-Révérend, qu'on essaye un petit peu de plus refaire parce qu'on se dit stop, il faut quand même passer à autre chose. Mais voilà, et en fait, il y a un autre truc qui nous a beaucoup guidés dans cette démarche d'autoconstruire, c'était de se dire que si on sait le faire et si on peut le faire, c'est une manière très enrichissante et qui est formatrice pour pouvoir dialoguer sur les chantiers. Parce que souvent, quand on ne sait pas trop, quand le détail est un peu nébuleux, qu'on l'a un peu vite fait regarder que c'est des TU, que c'est OK, on l'a dessiné, si on n'arrive pas à l'expliquer sur le chantier, en fait, ça passe pas, quoi. Enfin, très souvent, les mecs, ils font autrement parce que, voilà. Enfin, en tout cas, c'est empirique, quoi. Mais voilà, c'est aussi une manière de concevoir que de savoir faire, finalement, pour nous.
Même question que pour Martin. J'aimerais bien t'entendre sur les qualités spatiales défendues dans ce projet. Non, toi. J'aimerais bien t'entendre sur les qualités spatiales défendues dans ce projet, parce qu'on voit un espace, c'est très épuré. Alors, ouais, la maison de la clé, ça a été un long processus, effectivement. Si on peut retourner sur les slides 2D. Et c'est sûr que retravailler en ruralité, ça nous a permis d'une part de prendre du temps pour dessiner. Ça, c'est un truc qu'on apprécie beaucoup avec Arthur. Mine de rien, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup plus le temps de s'attarder sur les projets. Et la clé fait partie d'un de ces projets qui a pris plusieurs années à être dessiné. Et heureusement, parce que la première version, c'était pas du tout ça. Et en fait, on s'est posé à un moment où on a eu le temps de regarder, notamment pendant le Covid, en fait. On a eu le temps de regarder, de travailler, et on s'est dit qu'on partait complètement à côté de ce qui nous semblait être bien. Donc on a redessiné ce projet en se disant qu'on essayerait, que là on allait vraiment travailler avec un contexte, parce que travailler avec un contexte c'est assez, encore une fois, flou quand on le fait pas vraiment. Et en fait on se rend compte aussi que travailler en ruralité sur des petits projets qui s'insèrent dans des bourgs, c'est pas la même chose que dessiner un grand équipement à plusieurs millions d'euros qui est sur une parcelle gigantesque. Et c'est beaucoup plus complexe à nos yeux. Enfin, ça l'a été en tout cas. Et la clé en a fait partie, et ça a un petit peu débouché sur cette typologie de longère qui prend part donc sur les deux limites parcellaires, séparatives de la parcelle, pour créer deux espaces extérieurs, donc sur un jardin un petit peu plus clos qui est l'arrière de la maison et qui donne sur un mur pignon du coup de la voisine d'en face, tout en pierre, et sur un jardin qui est beaucoup plus, donc en fait c'est une parcelle d'angle, hein, qui est beaucoup plus ouvert sur le centre du bourg, qu'on investit. On pensait qu'au début ce serait juste un petit jardin d'agrément puisqu'il y a un puits et un pommier, voilà. Mais en fait on y est pas mal sur ce jardin parce que c'est le point de rencontre avec tous nos voisins. Et donc l'idée c'était de faire donc 3 grosses unités programmatiques qui étaient la salle de vie centrale et 2 cellules un peu indépendantes de nuit, donc avec une salle de bain chacune, qui sont 3 entités programmatiques traversantes, donc est-ouest, qui donnent donc sur ces 2 jardins. Donc ça c'était un peu le postulat de base. Dans les 3 entités, on a la hauteur sous plafond jusqu'au faîtage. Dans les chambres, à savoir, il y a juste un système de mezzanine en fait qui permet de pouvoir mettre un second lit, parce qu'en fait c'était à la base une maison dans laquelle on voulait inviter tous nos copains. Enfin, on a fini par y vivre, et il s'avère que ces espaces sont plutôt du stockage, mais voilà, ça a un double usage. Et l'espace central, lui, bénéficie de la grande hauteur sous plafond. Et donc je pense que juste la qualité forcément de ce projet, c'est son côté traversant. En fait, on a le lever du soleil, le coucher du soleil. En même temps, on surchauffe pas en été, puisqu'on a des occultations qui nous permettent de gérer les apports solaires. Et voilà. Merci. Martin, je veux aussi t'entendre sur cette question du rapport, de l'émergence ou pas de nouvelles formes, de nouveaux courants architecturaux, d'une nouvelle philosophie de projet. Ok. Alors ouais, moi c'est... Comme je l'ai dit, moi je suis assez instinctif, donc je ne suis pas dans une démarche forcément intellectuelle. Et puis j'ai une agence, voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis installé sur Ancenis. Un peu plus parce que j'étais installé au début en Dordogne, là, comme je vous le disais. Mais du coup, je pense que je n'ai pas non plus un recul suffisant sur mes projets, sur ma pratique pour en parler de manière raisonnée, avec du recul. Après, moi, voilà, je vais dire ce qui me porte, en tout cas, dans ma pratique, ce que j'essaie de porter. Et je pense que ces choses-là sont effectivement portées par une génération. Enfin, je m'inscris quand même dans un certain mouvement, notamment de l'école un peu, je dirais, clermontoise. J'ai fait un incubateur, d'ailleurs, là-bas, à l'école d'architecture de Clermont, il y a 2 ans, là. Et c'était assez fondateur aussi pour lancer l'agence. Donc, le travail de Simon Tessou, par exemple, c'est quelque chose qui me parle depuis mon diplôme, quoi, grosso modo. Et voilà. Et donc du coup, c'est ce que j'essaie de montrer sur cette photo. Une des choses, en tout cas, que j'essaie de porter, moi, c'est d'éviter d'être dans ce truc de l'architecte un peu avec un peu descendant, quoi, on va dire, qui vient comme ça travailler son projet, et puis
dans une logique de phasage un peu loi MOP pour la consultation des entreprises et elles doivent se référer au CCTB, au machin. En fait, j'essaie d'avoir un processus un peu plus itératif et d'intégrer les artisans assez rapidement, en fait, de les associer au projet assez rapidement. Je fais ça parce que en fait, les bons artisans, en fait, ils ont souvent le carnet de commandes très rempli. Et donc, du coup, c'est une manière aussi de les ferrer. Et puis, surtout les artisans qui font du biosourcé, enfin, voilà, ce genre de choses où que j'ai envie d'amener à ça. En tout cas, il faut y passer un peu de temps. Voilà. Et puis aussi, assez concrètement, ça me rassurait d'un point de vue estimatif, voilà, de pouvoir, et constructif, de pouvoir, comme ça, travailler de concert avec eux. Je rejoins aussi Faustine sur la question du temps. Moi, j'ai travaillé aussi dans des agences parisiennes qui faisaient beaucoup de logements collectifs. Et c'est vrai que, par exemple, cette maison qui est toujours pas terminée, je sais qu'elle a commencé en chantier en même temps qu'un chantier que je suivais à Paris de 80 logements à peu près, et qui est déjà terminé. C'est rigolo. Alors que là, on est sur une maison de 130 mètres carrés qui est toujours pas terminée. Et du coup, voilà, il y a un rapport au temps que je trouve nécessaire, parce qu'on construit quand même pour des années. Et voilà, et je trouve il est nécessaire. L'autre chose, c'est un peu l'attention au contexte. Là, c'est plutôt avec ma grange, et ça me faisait penser aussi à ce que disait Faustine sur la question de l'autoconstruction. En fait, dès qu'on fait par soi-même, et ben finalement, on contextualise parce qu'en fait, on fait comme on peut et on fait avec ce qu'on a et avec le temps qu'on a. Et en fait, par là, on s'inscrit aussi quelque part dans des logiques plus anciennes, disons, loin de notre ère, voilà, disons, capitaliste, là où tout va plus vite. Et donc, voilà, on retrouve quelque chose qui s'intègre et qui s'ancre dans un territoire de manière plus pas naturelle, mais enfin, vous m'avez compris. Voilà, et puis c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Et toi, Delphine, qu'est-ce que tu penses sur cette question? Alors, moi, je voulais revenir brièvement. Enfin, j'ai pas pris le temps de. Ah oui, merci. J'ai pas pris le temps de commenter la carte tout à l'heure, mais enfin, la plupart de nos projets s'inscrivent plutôt dans la région centre. Je vais citer l'archigraphie, mais donc parmi eux, donc le département du Cher qui fait partie du classement des 15 départements qui ont le moins d'architectes pour 10 000 habitants, ou encore l'Indre et le Loir-et-Cher qui font partie quant à eux du classement des 15 départements avec l'âge médian des architectes le plus élevé. Et donc ces chiffres-là, ils se ressentent vraiment sur le terrain. Donc à la fois pour nous, ça peut être une chance incroyable de développer des projets parce qu'il y a moins de concurrence au sein de la profession. Et en même temps, il y a aussi certaines fois un cruel manque de culture architecturale et de culture urbaine. Par exemple, aujourd'hui, on a reçu un mail d'une commune juste à côté de Vierzon qui nous demande Elle nous met en pièce jointe le dossier d'un constructeur pour sa salle polyvalente et elle nous demande un permis de construire pour le 12 décembre. Et donc, donc on va les rappeler et on va leur expliquer qu'on ne peut pas vraiment travailler comme ça. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Mais de ce point de départ où on se disait peut-être qu'on allait devenir des architectes de la proximité, et finalement, la solution qu'on a trouvée pour aller vers des contextes de projet où on pouvait faire de l'architecture et surtout de l'architecture avec du temps, comme vous l'évoquiez juste avant, et pour ça, il faut qu'on se déplace. Et donc tout à l'heure, je parlais de l'immersion. C'est quelque chose qu'on pratique du coup très régulièrement ici dans un projet à Blois où la ville est face au fait que ses propriétaires de cœur de ville ne tiennent pas leur engagement pour entretenir leurs bâtiments et donc le centre-ville se dégrade et ils ne savent pas comment engager les propriétaires dans le processus de rénovation du cœur de ville. Et donc, nous, la solution qu'on a trouvée à ça, c'est déjà de monter une équipe pluridisciplinaire et aussi d'aller régulièrement sur place. Donc là, on a
le calendrier du projet, où tous les points dans le calendrier sont des temps d'immersion. On revenait régulièrement pendant 1 an et demi. On est revenu tous les débuts de mois, une semaine, 3 à 4 jours, pour visiter les lieux, rencontrer les gens. Et donc tous ces temps d'immersion, ils ont été relatés dans les cahiers d'immersion qui étaient aussi disponibles pendant l'exposition. Et donc, ça nous a permis déjà, de visiter près de 90% de l'îlot et donc d'avoir une bonne connaissance du contexte bâti, de bien diagnostiquer les pathologies des bâtiments. Et aussi de rencontrer les parties prenantes du projet, les techniciens, techniciennes, les élus, les habitants, habitantes, commerçants, d'animer différents temps de partage, d'ateliers et de discussions. Tout ça pour finalement initier un mouvement et expérimenter aussi avec. Pour que le projet il perdure après nous et donc du moins il soit enclenché. Et donc ici on a mis une image des panneaux qui ont été posés par la ville de Blois après notre fin de mission, où c'est le maire lui-même qui les a commandés. Et alors, je ne sais pas si on aurait fait ça. En tout cas, ces panneaux-là, ils affichent vraiment les propriétaires qui ne prennent pas soin de leur bâtiment. Et ils expliquent vraiment aux citoyens et citoyennes pourquoi il y a un commerce vacant ici et pourquoi il y a un logement vide aussi dans les étages. Et voilà. Et pour nous, la réussite de ce projet, elle tient aussi à ça, au processus qu'on a réussi à initier et mettre en place. Et très vite, ça se retrouve aussi dans des projets de maîtrise d'œuvre. Donc ici, le cinéma La Clé à Paris, qui est un cinéma associatif qu'on a rencontré quand le collectif a occupé le bâtiment en 2018. Et puis, on a fait à ce moment-là un argumentaire avec eux pour défendre la place d'un cinéma associatif dans Paris. Et depuis lors, on est devenu un peu leur architecte référent dans un accompagnement régulier où, pareil, on allait aussi beaucoup sur place, beaucoup de temps d'échange. Et finalement, donc, le collectif a réussi à racheter le bâtiment et on a eu une mission de maîtrise d'œuvre, mais qui a beaucoup, finalement, c'est vraiment un accompagnement plutôt que un résultat formel du projet. Où dans un budget assez serré, il a fallu coordonner, résoudre des problèmes techniques de mise aux normes, d'accessibilité et de sécurité du bâtiment, coordonner différents corps d'État sur le chantier, coordonner aussi un chantier participatif, et tout ça dans un budget très serré. Et donc là, la réussite de ce projet pour nous, c'est que finalement le lieu va normalement rouvrir ses portes incessamment sous peu et que il est aux mains d'un collectif qui est déjà fédéré et plus que jamais, quoi. Merci. Et pour finir, est-ce que François, tu peux toi aussi nous partager la manière dont tu vois cette question de l'émergence ou pas d'un nouveau courant, d'une nouvelle philosophie de projet par ce rapport au territoire? C'est vrai que on vient juste de le dire un petit peu avant, le rapport au courant, il est quand même un petit peu arrogant. On va peut-être pas réussir à prononcer aujourd'hui une définition d'un nouveau courant architectural. Pour autant, effectivement, il y a des tendances, il y a un héritage, il y a aussi des courants de pensée sur lesquels on s'est appuyé. Je raconte rapidement le mien, c'est peut-être ça peut probablement vous intéresser, c'était l'exposition à la Biennale de Venise qui a eu lieu en 2016, qui était portée par Aubras, Frédéric Bonnet et le collectif AJAP 14, qui avait travaillé sur un sujet qui s'appelle les nouvelles richesses. Et ça avait mis, en tout cas en moi, ça avait généré un déplacement de paradigme très fort.
il y avait vraiment dans cette expo un rapport à de nouveaux territoires, à des nouvelles manières de faire sur l'existant, qui était vraiment très riche et qui, en tout cas moi à l'école d'architecture, on n'avait pas mis autant en exergue ces sujets-là. Et c'est probablement, par exemple, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un des héritages de pensée qui aujourd'hui continue à me guider. Dans le travaux des Nouvelles Richesses, on retrouve Simon Tessou, que tu as évoqué, et d'autres. Donc c'est effectivement, à défaut d'un courant, il y a peut-être quand même des héritages qui sont en place. Dans ce qui peut-être nous rassemble un petit peu, il y a des choses qui sont de l'ordre on l'a dit, du rapport à l'existant. C'est assez valise aujourd'hui de dire le rapport à l'existant. Pour autant, je pense qu'il y a 15-20 ans, on n'en parlait peut-être pas autant. On était peut-être un peu moins vigilant sur la question des ressources, sur la question de ce qu'on démolit pour reconstruire, la manière dont on densifie aujourd'hui. Et donc, ces rapports à l'existant-là, on les retrouve de différentes manières aujourd'hui dans nos pratiques, je crois. Et est-ce que ça génère un courant? Ça suffit peut-être pas, mais en tout cas, on voit bien que les matérialités qu'on emploie, la manière dont, quand on fait une dépose, il y a un projet du ralliement ici à droite qui illustre la dépose de parties en pierre qu'on va réemployer dans le cadre du projet directement in situ. Les ressources que l'on convoque, que ce soit en territoire métropolitain ou rural, ça génère en fait aujourd'hui des mouvements de pensée qui croisent nos pratiques. Et après, ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, on retrouve une diversité de formes, on retrouve une diversité esthétique qui continue à faire ce que l'architecture permet de faire, à savoir produire de la recherche, produire des espaces qui sont adaptés à nos sociétés et avec les environnements qu'on a aujourd'hui. Et c'est là où aujourd'hui, donc encore une fois, la question du courant, elle est forte, et en même temps, je pense qu'on peut s'y intéresser assez généreusement. Il y a peut-être un point aussi, pour conclure, qui nous relie, je pense, c'est que pour accéder à la commande, on se rend peut-être compte que les territoires ruraux, parce que des territoires délaissés, des territoires peut-être mis de côté, sont finalement propices à accueillir de la jeune architecture. C'est aussi des terrains qui sont propices à l'expérimentation. Il y a peut-être des habitudes qui ne sont pas encore prises dans ces lieux-là, qu'on a du mal peut-être en plein milieu de l'île de Nantes à déplacer, parce qu'aujourd'hui, les appareils de décision, les appareils de production sont pas tout à fait les mêmes. La question qui nous concerne peut-être, si ça nous intéresse, c'est aussi à un moment donné de s'atteler à cette production-là qu'on critique. Comment aujourd'hui on peut continuer à faire peut-être du logement collectif autrement, contrairement à ce qu'on a pu apprendre dans nos agences précédentes. Et donc la question de la ressource et de la matière aujourd'hui, elle est probablement dans ce qu'on convoque, en tout cas en commun ici, assez forte. Et voilà, il y a quelques petits projets de chez nous qui défilent en même temps, mais c'est des projets qui vraiment nous racontent cette proximité forte avec l'artisanat, avec la ressource, connaître les personnes avec qui l'on travaille. Ça aussi, ce sont des attentions qui peuvent peut-être pas être triviales aujourd'hui, mais qui en réalité existaient peut-être un peu moins avant. Donc ça fabrique peut-être un début de courant, ça fabrique une continuité peut-être, mais en tout cas, je pense que notre génération, elle est assez animée par tous ces points-là. Ces témoignages mettent en lumière la pratique de ces jeunes architectes lauréates et lauréats des JAPL. Ils montrent diverses dynamiques à l'œuvre dans leurs activités et leurs choix, qu'ils soient contraints par les contextes dans lesquels ils travaillent ou choisis en fonction de leur engagement fort et assumé en rapport à l'environnement, à la convivialité de la pratique architecturale, à l'investissement de territoires en déprise, à la protection de l'existant, qu'il soit bâti ou culturel. Nous pouvons tirer plusieurs constats à partir de ces vécus, trajectoires et pratiques de l'architecture en milieu peu dense. Tout d'abord, en matière de philosophie de leur pratique, ils cherchent de nouvelles proximités, des projets plus incarnés, des échelles mesurées, des temporalités qui laissent place à la prise de recul, à l'opposé de ce que certains ont pu pratiquer dans des centres urbains denses où le rythme est très soutenu. L'existant devient un point de départ et le respect de l'environnement, un engagement essentiel et inébranlable. Cette pratique en milieu rural s'accompagne en général d'une forme de retour au terroir. On ressent d'ailleurs un véritable amour des lauréats pour ces territoires. Ils développent une attention à la matérialité, aux ressources, aux artisans qui peuplent les territoires qu'ils investissent. Il en ressort des projets d'autant plus liés à leur contexte.
Ils recherchent une certaine proximité entre leur implantation et les projets auxquels ils répondent. Ils tendent à limiter l'usage de la voiture et font souvent écho à la proximité de la gare, au train et au rail comme mode de déplacement, qui leur permet d'être productifs aussi dans leur temps de trajet. Les projets qui sont élaborés au travers de cette philosophie font face à diverses contraintes. La principale est économique, en marché public comme privé, ce qui pousse à arbitrer pour plus de simplicité dans la construction, mais pas au détriment de la qualité architecturale. Les programmes sont plus modestes, mais aussi plus ancrés dans l'habité du territoire. Des proximités se développent avec les maîtrises d'ouvrage, pour qui il faut parfois faire preuve de pédagogie et de médiation pour transmettre les idées. Mais ils sont aussi en attente de jeunesse pour dépasser les pratiques habituelles sur leur territoire. Les habitants de ces territoires sont aussi pris au sérieux et intégrés au projet. L'horizontalité des relations dans les projets architecturaux revêt une importance nouvelle, car les projets sont à la fois des catalyseurs et des révélateurs de l'implication des acteurs locaux. Cette nécessaire proximité se retrouve aussi dans le lieu même de l'agence, auquel les lauréats donnent de nouvelles perspectives. Elle est tour à tour une permanence, une vitrine du savoir-faire entre boutique et bureau. Elle permet de créer un lien direct avec l'espace public, d'attiser la curiosité des passants, de les faire entrer, d'accéder à de nouvelles commandes. Elle devient autant un lieu de production qu'un lieu de rencontre fédérateur entre sociétés civiles, professionnelles et politiques, dans le but de remettre l'architecture en lumière dans les débats sur la ville. Cette forme hybride et ouverte de l'agence d'architecture rejoint les postures politiques des lauréats et des lauréates autour des enjeux contemporains, en ouvrant la boîte noire des projets architecturaux à l'ensemble de la société. Si aucun des lauréats ne se revendique d'un véritable courant de retour au terroir des jeunes architectes, on ne peut que constater des engagements communs dont ils font preuve. On peut dire qu'un mouvement s'esquisse chez ces jeunes architectes ligériens. Pour élargir notre regard au-delà des JAPL 2025, notre attention se porte donc sur les AJAP. Est-ce que le mouvement observé et décrit dans cette table ronde est spécifique et régional, ou bien observerons-nous une dynamique à l'échelle nationale? Merci pour votre attention et on va faire circuler un micro. La parole est au public. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez aux lauréats des JAPL ici présents. Et on les applaudit bien fort, évidemment. Bonjour, merci de vos présentations. J'ai deux questions. Donc, je pose les deux. Donc, une pour l'atelier du ralliement, qui est est-ce qu'avec cette vitrine ouverte, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous demander de faire des photocopies de leur carte d'identité ou des choses comme ça, voilà. Et la deuxième question pour l'agence ISO, donc dans cette idée de territoire, pourquoi n'avez-vous pas construit dans l'existant et pourquoi vous avez fait une maison neuve? La réponse va être très simple. Effectivement, tous les documents administratifs peuvent passer par l'atelier. Ça arrive régulièrement. C'est encore arrivé, je crois, quand j'étais absent la semaine dernière. Les documents d'emploi, les justificatifs de domicile, on en a eu pas mal. On est aussi dispo pour imprimer les affiches des fois des bars qui sont juste à côté. Donc c'est vrai que c'est assez polyvalent. On ne se revendique pas imprimerie, mais en tout cas, ça a pu arriver assez régulièrement, en effet. En fait, dans l'existant, dans l'existant, on l'a rénové juste avant de construire la grande maison. Donc, c'est un logement de 30 mètres carrés qui a été la base vie du chantier pendant les 6-7 mois de chantier. Et en fait, voilà, je n'ai pas d'autres réponses. On a construit une maison neuve aussi dans la pratique où on s'est dit, en ruralité, très souvent, on observe du mitage et de l'étalement urbain. Et en fait, construire dans une dent creuse, finalement, dans une densité assez importante pour un centre-bourg, c'est aussi densifier des parcelles de 300 mètres carrés. Et c'est des actes, finalement, qu'on voit très peu en campagne. Et on trouvait ça plutôt judicieux de construire sur une parcelle qui, finalement, personne ne la voulait, quoi, parce que tout le monde veut construire la maison individuelle que tout le monde a en tête
que le grand public a en tête en centre, en périphérie du bourg. Voilà. Merci. Oui, à défaut d'avoir assisté aux précédentes séquences, c'est peut-être une question à laquelle vous aviez déjà répondu. Est-ce que vous constatez quand même un effet un peu d'entraînement ? Enfin, vous êtes beaucoup dans vos promotions respectives à se poser la question et à passer le cap, à passer en territoire ruralité. Est-ce que c'est encore un peu à la marge ? Enfin, je sais que pour certaines et certains d'entre vous, vous disiez ah bon, on était déjà avec des collègues à l'époque et effectivement, collectivement, on s'est embarqué dans l'aventure. Après, est-ce que voilà, vous constatez que, je ne sais pas, au sein des facs d'archi ou autres, il y a à chaque fois cette réflexion à se dire ah, c'est des territoires d'enjeu, auquel cas on y va, ou est-ce que c'est plus des questions d'opportunité ? Après, des questions personnelles aussi, j'ai une attache à ce territoire comme là pour la Dordogne, et du coup j'y vais. Enfin, voilà. Est-ce que vous constatez un effet d'entraînement un peu collectif de cette réflexion à se dire c'est là-bas où aussi il se passe beaucoup de choses et les enjeux d'avenir de notre pays, entre autres ? Je pense que tout le monde peut répondre. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même à la marge en tout cas de nos camarades de promotion. On est les seuls à avoir fait ce gap-là. Ce qu'on constate, c'est plutôt des personnes exerçant dans des grandes métropoles qui font des projets en ruralité et rentrent le soir dormir chez eux, plutôt que de faire... Je pense qu'en tout cas, c'est encore à la marge d'avoir des praticiens qui s'installent vraiment en ruralité. Oui, c'est Paris-la-Villette. Du coup, c'est vraiment... c'est autre chose, mais je pense que c'est quand même semblable à Nantes. Ouais. J'allais donner une comparaison avec le territoire lillois, que je suis encore pas mal en étant impliqué. On voit un phénomène un peu équivalent. Ça ne veut pas dire que l'implantation se fait forcément en territoire rural, mais il y a des personnes assez clés dans cette réflexion-là, et je pense à Amélie Fontaine notamment, qui a porté jusqu'au bout et encore aujourd'hui une installation dans l'Avesnois, avec une accroche très forte aux personnes qui font le projet avec elle, autour d'elle, sur ce territoire-là, ce qui ne l'empêche pas, je ne vais pas répondre à sa place à ce genre de questions, mais d'être par exemple enseignante à l'école d'architecture de Lille. Mais en tout cas, il y a eu des personnes comme ça un petit peu fortes qui aujourd'hui incarnent cette tendance, cette envie. Est-ce que c'est à la marge, tu vois, je suis capable de citer qu'une personne, je pourrais en lister quelques autres, mais à l'échelle de promotion complète, effectivement, ça peut rester quand même assez à la marge. Juste moi, ça me fait penser. Donc, j'ai fait cet incubateur à Sana, donc à Clermont-Ferrand, et donc cet incubateur, il est vraiment justement assez axé sur cette idée d'installation en territoire de déprise architecturale, on va dire, donc périurbain ou complètement rural. Voilà, puisqu'il s'est installé donc Clermont-Ferrand, qui a pris le parti de transformer son défaut en qualité comme ça avec la dynamique autour de Simon Tessou. Après, moi, je vois aussi un léger phénomène de mode, justement, là-bas, sans vouloir être critique, mais j'ai vu aussi beaucoup d'agences qui prenaient une espèce de double ancrage, donc pas mal d'agences parisiennes aussi, qui, du coup, se revendiquaient aussi d'une autre attache, souvent familiale, souvent liée à des maisons secondaires ou des choses comme ça. Dans des territoires plus ruraux et dans une forme de... Il y avait quand même quelque chose qui relevait un peu de la communication pour moi. Voilà, puisqu'en fait, c'est vrai qu'il est pour moi compliqué de pouvoir à la fois travailler sur Paris et, je sais pas, dans le territoire de la Creuse, par exemple. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même un réel mouvement, quoi. Il y a un mouvement de retour à la campagne. Ouais. Moi, je vais approfondir la question. Il y a un certain nombre de lauréats des JAPL qui enseignent. Et justement, ceux qui enseignent ici, c'est quoi votre rapport par rapport à votre pratique ? Qu'est-ce que vous transmettez aux étudiants d'école d'archi vis-à-vis de cette pratique en milieu rural, qui enseignent ou qui interviennent ?
Je pense qu'à travers les quelques enseignements qui sont, dans lesquels je peux être effectivement impliqué, il y a le rapport, ça va être un peu redondant, mais le rapport à l'existant peut être le point de départ d'une réflexion qui peut ensuite être initiée par la question de l'enquête, qui peut être initiée par la question de l'analyse, par la question du diagnostic ressources, de tout un tas d'éléments qui font que l'attention portée à une toute petite échelle comme à une échelle plus large sert de point de départ à fabriquer du projet. Dans ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'enseignements qui regardent vers des territoires périurbains, des territoires ruraux, comme amorce de projet. Je pense aussi qu'il y a un master spécifiquement ici aussi sur la question des transformations de lieux métropolitains. Et le point commun de tout cela, c'est justement la question de la transformation. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait génération, c'est qu'on va être de moins en moins amené à construire du neuf, dans le sens où en tout cas consommer des espaces territoriaux non urbanisés. En revanche, il y a énormément de potentiel, et c'est peut-être ça qu'on essaye aujourd'hui de faire émerger dans une école comme ici. Il y a énormément de potentiel, indépendamment de la question de dans quel territoire on intervient, sur des situations de projet qui sont issues d'existants, de choses à transformer, des pathologies, c'est un terme qui revient beaucoup aujourd'hui, sur la manière dont on peut se servir de ces éléments-là pour faire émerger des lieux qui sont adaptés à notre manière de vivre, qui sont adaptés à la problématique environnementale, à tous et à des enjeux sociétaux aussi, d'accueil, d'hospitalité et de manière de pouvoir accueillir différents publics qui aujourd'hui sont peut-être mis de côté dans la production architecturale. C'est une réponse un peu vague, mais peut-être que c'est à l'image aussi de l'école nantaise qui n'a peut-être pas encore trouvé tout à fait un filon très précis comme Martin le racontait sur l'école clermontoise. Il y a un caractère très kaléidoscopique à ça, et c'est aussi une de ses forces. Donc, en tout cas, je crois que le point de départ, il est sur la question de la transformation. Dans la continuité de ce que tu dis aussi, avec cette attache au déjà là à Nantes, je pense qu'on parle aussi beaucoup du contexte social. Et enfin, tu le disais tout à l'heure, on va essayer de construire vraiment avec les personnes qu'on rencontre pour. Et donc, on expérimente aussi beaucoup. En tout cas, on en parlait ce midi avec Wilfried Leloup pour l'option Protolab, mais l'expérimentation, elle est aussi au cœur peut-être des nouvelles manières de faire qui sont issues peut-être des méthodologies qu'on pourrait développer en territoire ruraux, enfin peut-être là où il y a plus de place à l'expérimentation, mais qui, voilà, finalement, est nécessaire partout. Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'attention, le soin que vous portez toutes et tous sur des territoires qui peuvent être décrits comme des territoires en crise, qui peuvent abriter des populations qui sont réputées en souffrance. Dans l'acte de s'implanter, est-ce que vous avez quelle place, quelle attitude, quel accueil vous avez reçu en vous implantant? Est-ce que vous avez... C'était un mélange d'accueil, de méfiance. Et est-ce que ça a nécessité une adaptation de votre part pour rencontrer les populations au plus proche de vos lieux d'activité? Alors, nous, on a été très bien accueillis en tant qu'architecte. Vraiment, on a bénéficié, donc c'était au démarrage via le projet associatif. On a bénéficié d'une aide de la communauté de communes, une aide à l'installation qui nous a permis de... c'était une aide partielle pour payer nos loyers pendant 2 ans, ce qui représente quand même une subvention de 4 500 €. Donc c'était bien au démarrage pour démarrer le projet ASSO. Ensuite, finalement, ça n'a pas
il y a eu certaines évolutions. Après, on a développé plus l'agence. Donc déjà, il y a eu un peu enchevêtrement entre notre casquette de bénévole au CHAB et notre casquette d'architecte de l'agence bientôt, ancrée dans le même lieu. Bref, les gens ont eu un peu du mal à comprendre, ce qui n'était pas très évident pour nous. Néanmoins, la mairie de Vierzon, elle nous a aussi donné entre guillemets nos premières commandes. Vraiment, je pense que, il y a cette culture aussi de faire travailler. C'est une ville communiste, et donc il y a cette culture de faire travailler les gens de la ville pour les projets de la ville. On en a bénéficié. Après, on en a bénéficié parce qu'ils nous ont aussi beaucoup. C'était dans un certain contexte. Tout à l'heure, je parlais du temps, mais par exemple, pour une mission urbaine qu'on fait généralement en 10 mois, la ville de Vierzon nous imposait vraiment de le faire en 3 mois. Donc c'est sous certaines conditions. C'est pas tout le temps des plus évidents. Mais voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que dans un contexte électoral, préélectoral, où la ville, le parti politique actuel en majorité se sent quand même assez en fragilité. On est aussi pointé du doigt effectivement comme des personnes qui vont gentrifier aussi d'une certaine manière le cœur de ville et donc ramener des idées pas forcément bénéfiques pour le territoire. Voilà, donc c'est à double tranchant. Non, je me suis pas non plus installé au milieu de la Cambrousse, donc non, il n'y a pas eu de. C'est aussi un territoire où j'ai vécu longtemps, donc j'ai retrouvé aussi des connaissances. C'est un peu un retour au pays pour moi, donc voilà, il y avait quelque chose d'assez naturel. Même si tous les gens de ma génération en fait sont partis et sont parvenus. C'est là que je vois qu'il y a un truc générationnel. Ma grand-mère périgourdine, ça fait 1000 ans qu'on était dans le même bled. L'arbre généalogique en témoigne. Et elle a aucun de ses enfants qui vit à Aimé, donc en Dordogne. Tout le monde est parti. Et donc moi je constate aussi un peu ça. Je reviens, mais je suis un peu le dernier des Mohicans à faire ça, à revenir comme ça. Dans mon coin, tout le monde en est parti et bien parti, quoi. Très honnêtement, nous, en tant que voisins, citoyens, on a été très bien accueillis, même vraiment à bras ouverts. En revanche, en tant qu'architecte, on a été accueillis avec une grande indifférence, parce que je pense que, mine de rien, on est sur un territoire où l'architecte, préfère un médecin, quoi. Voilà. Je remercie à toutes et tous pour cette belle conférence, parce que c'est une question un peu générale que je vais poser aussi aux deux chercheurs qui sont avec nous. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on a un condensé qui parle d'architecture avec des chercheurs. Je trouve ça plutôt réussi et ça fait du bien de voir ça dans une école d'architecture, que les deux disciplines peuvent se parler et travailler ensemble. Du coup, un peu à chacun d'entre vous, savoir ce que cet exercice des JAPL vous a apporté. À la fois, est-ce que ça a suscité chez les chercheurs une envie de retourner ou de commencer à exercer et à se dire qu'en fait, tout est encore possible. Et à l'inverse, aux praticiens, est-ce que c'était pas l'occasion de prendre justement ce recul et le temps d'écrire et de réfléchir et d'en discuter avec quand même une discipline qui s'y prête, en tout cas la recherche, sur votre travail. Alors moi, merci pour cette question. Avant d'engager cette thèse, en fait, j'ai pratiqué 3 ans en tant qu'auto-entrepreneur, en indépendant, soit en direct, en privé ou en sous-traitance dans une grande variété d'agences d'architecture.
Et finalement, c'est vrai que souvent, dans des petites agences, on avait ces sujets de maisons dans la ruralité, vers Saint-Étienne-de-Montluc, autour du lac de Grandlieu. Mais c'était très ponctuel, en fait. Il n'y avait pas vraiment, j'ai l'impression, d'agence spécialiste. Voilà. Et j'ai eu un avant-goût de ce travail dans la ruralité, mais vraiment par petites touches. Aussi un avant-goût du travail dans la ruralité sur des questions beaucoup plus productives, sur l'installation de zones d'activité, voilà, des grands hangars pour stocker, des parkings, des aires de stationnement pour des poids lourds. Donc il y a aussi ce sujet-là, mais qui est traité un peu par Figura, qui est un autre lauréat, la question de la zone d'activité. Voilà. Et la recherche du fait du sujet m'a un peu déconnecté de cette question de l'architecture, de la conception, ayant travaillé plutôt sur des questions de concertation, de participation autour du développement des infrastructures cyclables dans la métropole. Mais j'ai travaillé à la fois sur le milieu urbain métropolitain et dans le milieu périurbain et rural à l'échelle de la Loire-Atlantique. Donc toujours ce petit regard pour ce qui se passe dans les milieux peu denses, dans les milieux en déprise. Et donc, on voit un peu cette dynamique qui est décrite finalement par les lauréats sur la question donc, que j'ai traitée sur le vélo. Voilà, un renouveau. Finalement, ces questions arrivent et sont vraiment prises au sérieux dans les petites villes, dans les moyennes villes. Et voilà, les équipes se forment, deviennent compétentes et arrive à un véritable savoir-faire pour développer de l'infrastructure cyclable dans les milieux ruraux. Donc moi, je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Forcément, ma participation au JAPL vient de ma formation, d'un amour pour la profession d'architecte. Voilà, et donc ça m'a permis de reconnecter avec cette passion pour l'architecture que de côtoyer les lauréats, l'ARDEPA et puis les co-commissaires. Et certes, j'aimerais retourner dans l'opérationnel, mais du fait de ma spécialisation plutôt dans l'espace urbain et particulièrement les espaces de circulation, plutôt sur une dimension de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme que sur de l'architecture pure comme on a pu développer ici. Et je passe la parole à Marie. Alors moi aussi, j'avais une expérience en agence avant de commencer la thèse. Et d'ailleurs, j'ai une expérience en agence pendant la thèse, parce qu'en fait, c'était une thèse en chiffres dans une grosse agence d'architecture parisienne. La thèse telle que ma recherche telle que je la fais, elle reste très, moi, je la trouve très architecturale. Je fais des analyses d'architecture. Donc, j'ai pas le sentiment d'être vraiment détachée de cette pratique. Enfin, évidemment, c'est pas la même chose, mais j'ai l'impression de toujours être dans l'architecture en faisant ma recherche. D'autant plus que à plusieurs moments de la thèse, là depuis que j'ai plus ma cifre, en fait, j'ai eu des missions, notamment l'année dernière au CAUE de la Vendée, et donc ces thématiques, ces territoires, le rapport à l'architecture dans des territoires très ruraux, c'est des choses auxquelles j'ai été confrontée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, via du conseil en architecture, évidemment, pas en tant qu'architecte praticienne, mais bon, on tourne autour un petit peu de tout ça et ça ne me paraît pas si éloigné. Moi, la motivation première, je dirais que c'était d'entrer en discussion avec des praticiens de mon âge. Je trouve que c'est un truc assez chouette qui a été mis en place lors de cette édition, en tout cas, et a priori aussi des précédentes. Ouais, c'était la principale motivation, en fait, plutôt que de me poser la question de ma pratique à moi, qui n'est pas trop une question que je me pose actuellement, parce que la thèse, elle n'est pas terminée. Donc, j'ai pas d'espace dans ma tête pour penser à ça. C'était plutôt de me dire, peut-être que c'est sympa de discuter avec des architectes praticiens de ma génération. Ouais, en deux mots, c'est vrai que c'est une super occasion de faire un travail de relecture de sa pratique, ne serait-ce que pour candidater. Enfin, voilà, il y a ce travail de relecture un peu prospective, parce que ça permet c'est un peu un pas en arrière pour faire
comme une prise d'élan, quoi, je sais pas comment dire. Mais moi, je l'ai vu comme ça en tout cas. Ça me redonne du cœur à l'ouvrage. Bah, pareil, et c'est très sympa aussi de pouvoir partager avec oui, des praticiens et des praticiennes et des chercheurs et des chercheuses. Et puis peut-être que ce qui est intéressant à relever dans le dispositif des JAPL, c'est aussi tout ce qui ne se voit pas, à savoir des temps de préparation, des temps d'échange, des temps qui fabriquent en fait une promotion. On est peut-être camarades de promo maintenant. Et d'une certaine manière, c'est vraiment propre à ce dispositif-là, parce que je pense que par exemple l'échelon AJAP n'est pas aussi. Il y a des événements aussi qui sont liés à ça, ils produisent des films, mais en réalité, je ne suis pas sûr que d'avoir ce temps, notamment avec des maîtrises d'ouvrage, d'avoir ce temps d'échange entre nous, ce soit si présent. Donc c'est vraiment une chance qu'on ait ça ici en région Pays de la Loire et grâce à l'ARDEPA. Et cette transversalité avec les chercheurs, elle a eu lieu aussi pendant ces moments-là. Donc je pense qu'il faut saluer cette initiative. Oui, pour nous c'était pareil, surtout ne travaillons pas à Nantes, mais plutôt en territoire rural, mais pas trop maintenant. C'était vraiment une occasion d'échanger. Enfin, il y a effectivement ces temps-là qu'on voit, mais toutes les tables rondes qui ont été organisées, les différents débats qu'on a pu avoir, c'est d'une richesse assez dingue. Je pense qu'Arthur et moi, on ne s'attendait pas à autant d'organisation, d'énergie de votre part. Et je pense que c'est une chance assez infinie. Et j'invite à tous les futurs praticiens si ce palmarès continue à être encore vivant dans les années à suivre, de participer à ça, parce que c'est vraiment une chance. Merci l'ARDEPA. Et merci à Lucille et à tous. Ouais. Ben, merci à vous. Bravo pour votre travail qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Je veux bien que tu les passes, ouais. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid. Je suis frigorifiée. Mais bon, la dernière fois, la première table ronde, on n'avait pas de vidéoprojecteur, mais on n'avait pas froid, donc on ne peut pas tout avoir à chaque fois, apparemment. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, on va bientôt poster sur les chaînes de l'ARDEPA ou de l'ENSA Nantes la rediffusion de la première table ronde, qui parlait plutôt des démarches d'enquête avec Figura, Socle et Loom. Donc une petite conclusion, ouverture pour vous donner un aperçu de ce qui va suivre, parce que c'est la fin de l'édition nantaise, mais elle déborde un tout petit peu jusqu'à la semaine prochaine avec cette expédition en Vendée pour aller voir le projet de la halle au grain de Saint-Révérend, faite par Arthur et Faustine en Vendée, du coup. Et puis 2 autres opérations d'anciens de la promotion JAPL 2020. Une opération de requalification du centre-ville de Challans qui est portée par les urbanistes d'Atelier Georges et dans laquelle s'insère un petit pavillon en lieu et place de l'ancienne halle de marché qui a été réalisée par le collectif Vous. Et puis un crématorium qui était présenté, lui, dans l'expo 2020 des JAPL, qui est maintenant livré, et qui était réalisé par Atelier Ronan Pruneau. Il reste vraiment pas beaucoup de place pour cette visite, donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite. Et j'en profite aussi pour dire que après ce cycle de visite, on continuera à aller voir, à inscrire dans nos propositions de visites architecturales régulières à travers la région d'autres opérations. On n'a pas encore pu aller voir sur site les réalisations de Figura, des Arnoux, qui c'est que j'oublie, et bientôt. Et un dernier, je ne sais plus, Fleuve, Martin. On n'a pas vu tes projets à Savenir, on ira voir. Voilà, et aussi pour sensibiliser les étudiants à adhérer à l'ARDEPA, cela ne coûte que 1 €. Et au-delà de ce prix symbolique, c'est aussi de vous dire que ces temps de visite, c'est des temps de formation qu'il faut vraiment intégrer comme une manière de vous nourrir d'autres choses que les cours ou ce qui se passe au sein de l'école. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout du temps perdu,
Puis on essaye vraiment à chaque fois de proposer des créneaux qui sont a priori compatibles avec vos journées de projet ou vos temporalités d'emploi du temps à l'école, sur des pauses courtes de pause déjeuner. On peut tous se libérer 1 heure et prendre un coup de vélo pour aller voir des projets à la caserne Méliné ou pas très loin dans Nantes, ou alors de prendre son vendredi après-midi ou son samedi pour se balader. Voilà pour la petite aparté. Qu'est-ce qu'il y a après? Non, je ne sais plus. Voilà, donc l'exposition, on va la démonter mardi. Donc vous pouvez encore en profiter demain et lundi. Et après ça, c'est pas fini. Donc grâce à notre partenaire l'Union régionale des CAIE, l'exposition va suivre une petite itinérance sur toute l'année 2026. Donc elle va se retrouver dans d'autres grandes villes et départements, en commençant par la Sarthe, la Mayenne, après le Maine-et-Loire, la Vendée, et puis elle reviendra ensuite en Loire-Atlantique. Mais l'idée, c'est pas de la réaccueillir à l'INSA Nantes, mais plutôt dans d'autres communes, peut-être à Nauzé, ou en tout cas en milieu plutôt rural ou péri-métropolitain. Et tout à l'heure, j'ai oublié dans les remerciements, comme il y en avait beaucoup, c'était sûr que j'allais en oublier, au sujet de l'exposition, de remercier 3 jeunes diplômés de l'école qui ont opéré toute la remise en état de cette expo, donc Julie, Eva et Margot, qui ont fait un travail très chouette de réhabilitation de cette scéno réemployée de l'édition 2020. Voilà, et puis si vous n'avez pas l'occasion de suivre l'expo dans la région, vous pourrez toujours retrouver tous les contenus qu'on essaye de rendre le plus accessible possible. Donc il y a un site internet, le saviez-vous, qui réunit, pour le moment, on est en train d'essayer d'archiver les précédentes générations. Et vous pouvez retrouver les palmarès 2025, 2020, 2016. Et puis, il y a aussi tous les catalogues des 5 éditions qui sont à télécharger gratuitement sur le site. Donc, n'hésitez pas à le consulter comme une ressource. Et puis, la bibliothèque les a aussi également, si vous voulez les emprunter. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et à bientôt.